Lorsque les deux McLaren se retrouvent en première ligne, est-ce que les papaya rules s'appliquent toujours? Personnellement, je ne suis pas très sûre de ça, surtout quand les deux mêmes pilotes sont en compétition pour le championnat. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau débrief. On se retrouve ce week-end en Espagne sous ce merveilleux soleil, pas comme ici, pour ce 9e rendez-vous. On se retrouve sur un circuit qui exige beaucoup, mais en même temps qui nous donne pas forcément le plus de spectacle. On parlera des améliorations de ce week-end, des ailerons qu'on entend parler depuis maintenant bien plus que quelques semaines. Bref, on résume tout de ce week-end. Parlons tout de suite de ces ailerons, parce que cette polémique, si on peut dire ça comme ça, qui est une polémique sans être une polémique, on a l'impression de l'entendre réellement tous les 2 jours, et c'est un peu le cas. Mais cette fois-ci, enfin, de réelles choses sont mises en place. À vrai dire, il y avait déjà eu des choses qui étaient mises en place début d'année, c'est juste la continuité de toute cette parenthèse. Bon, je vais pas refaire toute l'explication, et en plus, même moi, en étant renseignée un peu, je ne pense pas connaître toutes les petites spécificités, parce que tout ce qui est côté mécanique, je ne suis pas du tout une pro. Déjà de base je ne suis pas une pro. Mais de base les ailerons ils ne sont pas censés se déformer plus d'une certaine taille sous haute vitesse. Mais le petit twist c'est que la taille va être une nouvelle fois diminuée puisqu'on a compris que certaines équipes profitaient de cette petite déformation que l'aileron pouvait avoir sous très haute vitesse. Et en vrai sur le point où les écuries en profitent, je sais que les avis divergent là-dessus. Moi honnêtement je suis pas vraiment contre l'idée, c'est un peu le but de ce sport, il pousse les écuries à avoir toujours plus de spectacles, toujours essayer d'aller dans le plus petit détail pour être plus rapide. Forcément que ça va passer par les petits détails, les petits flous, on va dire, où les écuries peuvent profiter sur la voiture pour essayer de gagner quelques millièmes. Évidemment, tout a sa limite, je pense qu'il y a une limite entre essayer de profiter et de peut-être tricher. J'en suis pas à cet extrême-là, mais on sait que certaines écuries, dont Red Bull, ça n'a pas plu. Avant de parler de Red Bull, on va parler de McLaren qui est quand même au cœur du sujet. Ce sont eux qui ont donc certainement le plus profité, surtout avec la polémique déjà de l'année dernière et je crois même de l'année d'avant autour de leur petit DRS sur l'aileron arrière. Leur aileron arrière qui se déformait légèrement plus, qui leur faisait gagner un mini avantage, d'où le mini DRS. Et forcément, quand les écuries n'ont plus rien à améliorer sur leur voiture et cherchent des petits trucs à améliorer, ils vont voir quoi? Ils vont voir chez les voisins ce qui se passe. Et évidemment, ça n'a pas manqué, McLaren, ça a été repéré direct. Et c'est là que les écuries ont vu ce mini DRS et ont dit si eux n'en profitent pas, pourquoi les autres en profiteraient? Suite à tout ce raffut, forcément, la FIA elle est arrivée et est venue durcir les changements. Et donc en début d'année, la FIA a annoncé du coup un changement et un durcissement des tests sur les ailerons avant et arrière. Mais par mesure de praticité et de complexité surtout autour du sujet, tout ce qui était aileron arrière c'était déjà acté pour ce début d'année, mais pour l'aileron avant, ils ont accepté de laisser c'est pas une marge, mais disons qu'ils ont accepté que ça soit, en tout cas ces nouveaux tests, soient effectifs à partir de ce week-end, le GP d'Espagne. Bon, s'il n'a pas plu à Red Bull, sans surprise, qui eux voulaient que ça soit effectif déjà dès le Grand Prix de Imola qui est passé déjà depuis à 2 semaines. Bon, et je vous disais, ces tests, ils viennent surtout du fait que l'année dernière, il y avait déjà cette histoire de mini DRS sur l'aileron arrière, mais maintenant, il y a aussi eu autre chose, c'est que au GP d'Australie, donc en début d'année, la FIA avait eu vent, du coup forcément, de toutes ces histoires que certains profiteraient de cet avantage, donc pendant les séances d'essai du Grand Prix d'Australie, la FIA est venue vérifier sur ses caméras, pendant ces séances d'essai, comment les ailerons de toutes les écuries réagissaient à haute vitesse. Dans tout ça, je vous disais, Red Bull encore une fois râle, puisque l'écurie met en avant que Mercedes, McLaren ont pu profiter de cet avantage sans être punis, qu'ils ont le droit du coup à un aileron bien plus flexible sans être restreint, et que entre deux du coup les autres écuries en ont profité pour essayer d'en développer un ou faire une recherche pour essayer d'en avoir un qui soit autant flexible, et que maintenant que ça soit interdit, tout leur projet part à la poubelle. Bon évidemment je raccourcis extrêmement fort cette partie-là sur les ailerons, il y a bien plus en détail, je vous laisse chercher et compléter si vous avez bien plus d'infos et si vous connaissez bien mieux, mais dans les grandes lignes disons que les tests vont être durcis pour les ailerons à partir de ce week-end, que l'aileron ne doit plus se déformer autant sous haute vitesse par rapport à avant, et que certaines écuries râlent, parce que pendant que certaines en profitaient déjà en avant, elles étaient en train d'en développer un pour pouvoir le profiter aussi, sauf que maintenant c'est fini. Et de ce fait du coup, les modifications et améliorations de ce week-end de la plupart des écuries, c'est surtout l'aileron. Et en vrai, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a As et Mercedes qui n'ont rien changé. Sinon, normalement, toutes les autres écuries ont amené des changements par rapport à cet aileron en tout cas. On a surtout aussi Williams qui a amené des modifications et des améliorations sur son système de refroidissement à l'arrière. Mais ça, c'est surtout pour s'adapter au circuit de ce week-end. Mais ça sera surtout Alpine et Sauber qui ont amené des gros changements sur leur fond plat pour ce week-end. Et pour accompagner ces changements, d'autres ajustements ont été faits aussi au niveau du ponton
et de l'aileron. Bon, niveau stratégie et pneus, Pirelli ce week-end il nous a amené du coup les composants les plus durs de sa gamme. Sans surprise, on pourra s'attendre à 2 arrêts, puisqu'on aura une gomme qui va être sous tension et sous pression, encore plus avec la chaleur sur la piste. Surtout l'avant gauche, il sera très demandé avec les derniers virages, et aussi surtout parce qu'on a des virages très rapides. On pourra s'attendre au même schéma que l'année dernière, avec principalement les médiums et les softs, et soit reterminer avec un nouveau set de médiums, soit alors terminer avec les hards. Et ça c'est surtout pour attaquer dès le départ très rapidement, puisque je vous rappelle que entre la ligne du départ et le premier virage, c'est très long. Et on sait déjà qu'en interview, Verstappen a bien souligné qu'il comptait bien les laisser s'occuper entre eux pour lui en profiter. Mais toutes ces stratégies de départ, on en reparlera plutôt après avec les qualifs. Bon alors, avant de parler des essais, on parlera du cas Tsunoda, qui commence assez mal malheureusement, et comme il le souligne, il continue de prendre confiance en la voiture et la maîtriser un pas à la fois. Sauf que chez Red Bull, honnêtement, on aime rarement ça, et on aime bien quand tout le monde s'habitue très très vite à une voiture. Sauf que, commençons, comme d'habitude, la voiture, elle est en rien similaire à celle que Max il a actuellement, et au final ça s'est même confirmé aujourd'hui encore une fois, on nous l'a dit que la voiture n'était pas du tout pareil. Et dans tous les cas, Tsunoda il le souligne bien, c'est que lui il ne pensait même pas devoir s'adapter autant à cette voiture. C'est vrai qu'il le souligne très bien que dans son ancienne écurie il connaissait parfaitement la monoplace et du coup sur ce point là il est encore un peu perturbé et il ne sait pas encore, pas la limite, mais en fait si, c'est un peu la limite de la voiture et comment elle réagit à chaque fois parfaitement. Et pourtant malgré ça, je suis désolée, mais moi je trouve qu'il a un rythme qui est quand même assez correct, qui tient. Il a quand même fait de meilleurs résultats que les anciennes personnes qui étaient à sa place, en tout cas pour un début dans cette écurie. Mais bon, Horner rajoute bien que si Yuki il veut toujours sa place pour 2026, il va devoir s'améliorer et prouver qu'il mérite vraiment cette place-là et pouvoir rester dans l'écurie. Et surtout aux côtés de Max Verstappen. Il rajoutera aussi qu'entre Yuki et Lawson, aucun des deux n'a su amener une vraie compétitivité ou même plutôt le même niveau que Max Verstappen. Mais je trouve ça très facile de dire ça quand on compare des pilotes et un pilote qui est champion du monde. Je n'enlève pas le niveau que Yuki ou Lawson peuvent avoir, mais on peut pas comparer des pilotes qui sont là pendant 3 GP sur une voiture très compliquée avec un pilote qui est champion du monde et qui conduit cette voiture depuis des années. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un sujet qu'on rabâche tous les week-ends, on a l'habitude. Tout ce que je souhaite moi c'est que Yuki reste dans cette voiture et puisse encore s'améliorer parce qu'il a largement les capacités et peut le faire. Et surtout que Hadjar ne tombe pas dans cette écurie bien trop tôt. Parce que Hadjar, on l'a vu, il nous montre vraiment qu'il a du talent. Mais j'espère justement qu'ils ne vont pas faire un échange trop rapidement aussi. Faire comme avec tous les pilotes de Red Bull. Dès que ça va pas, les virer au bout de 3 GP. Bon, et le malheureux du week-end, c'est tombé hier soir. C'est que Stroll ne participera pas à la course aujourd'hui. Il subit des grosses douleurs à la main qui subit ça depuis déjà quelques semaines. Et suite à ça, du coup, ils annoncent qu'on va certainement devoir refaire une opération. Et que malheureusement, aujourd'hui, on n'aura qu'un seul pilote chez Aston Martin puisqu'il a pris part aux qualifications, donc personne ne peut le remplacer. Maintenant la question se pose, c'est que est-ce qu'il pourra participer au GP du Canada? Ça, réponse bientôt. Bon, on va passer aux essais parce que je pense qu'on a un peu tardé sur toutes les infos. Bon, sans surprise, personne ne sera étonné, mais évidemment les McLaren dominent, mais les autres teams, en tout cas les top teams, elles s'en sortent plutôt aussi très bien. Ferrari, ça annonce encore une fois très très bonne sur les longs relais, à l'inverse des qualifs où c'est McLaren encore une fois qui est sur les devants. Mercedes qui reste très mitigée malgré une seconde place lors de la deuxième séance d'essai, où la voiture se place plutôt bien quand on fait une simulation de qualif, mais qui reste plus compliqué quand on part sur des longs relais. Red Bull qu'on attend être beaucoup mieux ce week-end sur ce genre de circuit. Malheureusement, Max explique encore que la voiture n'est pas au niveau qu'il aimerait être, mais ça, qui serait étonné? À l'inverse de Williams, qui n'a pas une monoplace à son maximum pour ce circuit. Pour le coup, eux, les pilotes, ils l'ont remarqué très rapidement. Beaucoup de réglages et de modifications ont été faites entre chaque séance pour essayer d'améliorer, mais rien n'y fait, ça n'amène pas de réelle performance. Et ça se ressent puisqu'on retrouve les monoplaces et les pilotes autour du 15e rang bien souvent. On rajoutera Alpine et Haas qui ont aussi énormément de mal sur ces séances d'essai. On notera tout de même que Gasly sort le meilleur de sa voiture puisqu'il se retrouvera dans le top 10, sauf pour la dernière séance d'essai, mais on oubliera cette partie-là. Inverse de Colapinto qui est encore très compliqué pour ce début de week-end, et pour qui on parle déjà, encore une fois, sans être étonné, de peut-être déjà changer de pilote. Et ça, ce sera encore un sujet pour une prochaine vidéo. Bon, j'ai fait les choses dans mon mauvais ordre, mais on terminera en parlant des 2 rookies qui ont roulé en première séance d'essai, avec Martins chez Williams, première fois en F1 qui s'est globalement très très bien déroulé, et Hirakawa, j'espère que je le dis bien, qui lui a roulé chez Haas, qui a juste eu sa monoplace à décrocher dans les graviers un petit moment. Mais rien de bien important, pareil, de très bons tours. Des qualifications tendues puisque Tsunoda s'élancera que fin de grille malheureusement pour lui. Et comme je vous disais, on a appris aussi en même temps que sur sa voiture ils avaient testé des choses différentes déjà de base, qu'on n'avait pas les mêmes, mais ils sont venus tester des réglages bien différents et ça n'a pas payé. C'est aussi pour ça que l'on ne retrouvera pas sur le même rythme que d'habitude et qu'il s'élancera que en dernière position.
Et entre deux, des annonces ont été faites, puisque pareil, il partira descendre, puisque d'autres réglages et modifications ont été faites de nouveau, pour essayer de sauver les meubles, disons, je pense, pour cette course aujourd'hui. Une déception qui continue du côté de Williams et Haas, qui se situent milieu ou fin de grille, et qui ne dépasseront même pas la Q1. On notera que Albon arrive à se sauver tout de même, et arrivera à se positionner du coup en P11 aux portes de la Q3. Du côté de Alpine, très gros job de la part de Gasly, qui décroche pour le moment sa meilleure place en qualif, mais il reste prudent et terre à terre. Il sait très bien que l'exploit qui vient d'être fait en qualif, ça va être très dur de le garder pour la course, et que pour eux l'objectif c'est de, si la place ne peut être gardée, dans tout cas de rester dans les points, et de aussi bien préserver la gomme pour avoir un bon rythme tout le long de la course. Encore une fois, du côté de son coéquipier, c'est encore très compliqué, mais pour une fois, disons-le, ce n'est en rien sa faute, surtout que dans les premiers tours qu'il fait, il est même plus rapide que Gasly au départ, mais au moment de ressortir sur les stands, problème de boîte de vitesse, il bloquera toute la voie des stands où toutes les monoplaces attendent derrière lui, ce qui met un terme prématuré à ses qualifs. Ils s'élanceront donc P8 et P19 respectivement. On notera une nouvelle fois un méga job de Hadjar, qui n'a toujours pas été éliminé une seule fois en Q1. Il a vraiment sauvé sa place de justesse à chaque fois, mais il est passé, c'est ce qui compte. Et surtout, à l'inverse de Leclerc ou Stroll, lui a gardé sa dernière tentative pour la fin de la qualif, afin d'essayer de profiter un maximum d'une amélioration de piste, et en vrai, ça a payé, hein. Et partira donc P9 juste derrière Gasly. Et pour finir sur ces qualifs, on parlera de Ferrari. Je vais pas dire de justesse en Q3, mais disons qu'on était à pas grand chose. Hamilton c'est quand même une 5e place, et lui le souligne que les relais vont être certainement très compliqués pour la course. Et pour Leclerc, un choix stratégique a été fait, ce qui lui coûtera d'être en P7. N'ayant plus de pneus à sa disposition, on choisit de faire vraiment un seul tour, ce qui ne payera pas, comme je vous ai dit avant, à 100%, mais ça permettra de payer peut-être pour la course et d'y gagner bien plus. Bon, et puis pour les premières lignes qu'on retrouve sur la course, du coup forcément on retrouvera Piastri en pole, suivi de son coéquipier Norris. Max en P3 qui raconte qu'il compte bien profiter demain d'une bataille entre les deux McLaren pour essayer de prendre le lead, et peut-être que Russell fera de même, qui lui se retrouve en P4. Surtout pour vous rappeler que tout de même, la distance entre la ligne de départ et le premier virage, si je me trompe pas, il y a plus de 500 mètres environ. Donc sous-entendu, beaucoup de choses peuvent s'y passer. Bon, comme je vous disais, une stratégie à 2 arrêts, mais pourtant certains parlent quand même de stratégie à 1 arrêt. Mais pour ça, va falloir préserver au maximum sa gomme, et c'est pas gagné. On sait aussi qu'on va prioriser principalement les softs et les médiums. Peut-être que certaines voitures tenteront le hard, mais on l'a bien vu, ça ne plaît pas trop ici, donc très peu de chances de le voir. Bon, pour ici la course, on s'attendait à voir McLaren et Red Bull qui dominent. Bon, je parle évidemment principalement de Max ici avec sa Red Bull, parce que Tsunoda malheureusement n'aura pas su remonter énormément sur la grille sur tout le long de la course. Bref, passons, et comme je vous le disais, on a un départ avec une longue ligne droite, et ça a effectivement bien servi. Piastri en profite, prend un très bel envol et sécurise sa place directement. Dommage pour Russell qui lui se retrouve à l'intérieur du premier virage et n'a pas de chance que de devoir céder, si je peux dire ça comme ça, sa place. Très beau départ des Ferrari qui se retrouvent en P4 et P5. Norris qui patine légèrement, ce qui pourra en profiter pour Verstappen qui se faufile et qui passe directement en P2. Et donc sans surprise, comme je disais, quasiment tous les pilotes se retrouvent en soft, sauf pour Tsunoda qui lui part en médium des stands. On se doute bien que l'idée c'est aussi de pouvoir attaquer très rapidement et d'essayer de dépasser aussi plus facilement, puisqu'on sait qu'on est sur un circuit qui n'est pas le plus apte aussi à dépasser. J'allais dire belle bataille entre Lawson et Albon, mais la bataille a mal fini, donc je me vois mal dire ça maintenant. Il réussit tout de même à passer la Williams sur l'extérieur, mais en même temps, un accrochage vient, ce qui vient casser l'aileron de Albon, qui avait déjà cassé au départ de ce Grand Prix, qui avait déjà dû être changé une première fois, ce qui le mènera du coup à abandonner. Pas forcément le meilleur week-end pour les Williams. Alors là, on va soulever un point où j'espère que vous allez avoir des réponses pour moi. Max et plutôt même l'équipe en général ont choisi pour cette course de faire 3 arrêts. Au final, il y en a eu 4, mais le 4ème, n'en parlons pas, puisqu'il a été plutôt gratuit. Mais alors j'aimerais expliquer pourquoi le choix d'avoir fait 3 arrêts. Je ne comprends pas, surtout que sur le début je me suis dit peut-être c'est une idée de vouloir être plus agressive, d'attaquer bien plus, de prendre ce risque. Au final, ce 3ème arrêt, les McLaren se sont arrêtés le tour d'après aussi. Alors je sais pas si c'est la mauvaise stratégie d'avoir choisi d'utiliser les médiums trop tard, ou sur ce point c'est un peu flou.
pour moi, je comprends pas trop. Peut-être on aura plus de retours d'explications par la suite. Si vous avez peut-être une vision que moi je n'ai pas là-dessus, allez-y, complétez, parce que je comprends pas trop, je pense pas que ça a pénalisé tant que ça façon Verstappen. Bon, comme je vous dis, un 4e arrêt qui arrive par la suite, mais c'est surtout qui est causé par Antonelli qui subit une feinte difficile, le moteur qui casse net, fin de course pour lui. Ce qui offre une safety car qui est plutôt rare ici, et du coup, des arrêts au stand gratuits, donc les 3/4 de la grille, forcément les retrouvez-vous dans les stands. Max qui repart avec des hards, et c'est bien ça le sujet. Pas que je veuille tourner toute cette fin de course autour de Max, mais il repart avec des hards, les seuls pneus qui sont disponibles à ce moment-là, forcément, il n'est pas content, et on se demande bien comment il va repartir et attaquer cette fin de course avec cette gomme, c'est surtout ça. Évidemment, ça n'a pas manqué, puisque au restart, on a les 2 McLaren, Verstappen et Leclerc qui est juste derrière, prêt à profiter de la moindre petite place pour se faufiler. Verstappen a du mal à mettre les pneus en chauffe, et surtout, il manque de la perdre à la fin du dernier virage, ce qui en profite pour Leclerc de se rapprocher, de passer. Ça amènera une petite bataille, disons ça comme ça, qui se terminera entre Verstappen et Russell, mais on va pas s'étaler là-dessus, il repartira avec 10 secondes de pénalité à la fin suite à ça, et je ne m'étalerai pas sur le move qu'il a fait aussi, mais du grand Verstappen, pour moi, pas de surprise sur ce qu'il fait. Donc Verstappen finira 10e suite à ça, Leclerc qui arrive ainsi à mettre un pied sur la 3e place du podium, Piastri grand vainqueur de cette course, et cette fois-ci c'est Norris qui se positionne en 2e position. Au final on a un remake de la semaine dernière du podium, juste à un changement près. Et surtout, Hülkenberg qui finit du coup 5e grâce à la pénalité de Verstappen, et même sans ça il finissait 6e avec une Sauber. Chapeau, je ne pensais pas voir une Sauber dans le top 10 et même dans le top 5 au final, c'est... Voilà, comme quoi, tout est possible. Bon, dans 2 semaines, direction le Canada. À votre avis, est-ce qu'on retrouvera Stroll là-bas ou pas? On a enfin une petite pause entre ces GP, petite pause je pense bien méritée, que ce soit pour nous ou pour les pilotes. Et je pense que d'ici là, on n'aura pas fini d'entendre des histoires entre Russell et Verstappen que tout ça va amener. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir suivi ce GP avec moi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bon, je préviens d'avance, mais je ne serai pas présente pour le débrief du Canada. Peut-être en live, écoutez, ça c'est une histoire à part. Si d'ici là j'ai eu le temps de voir si tout fonctionne, peut-être elle sera en live. Si rien n'est prêt, malheureusement non. Et sinon, eh bien ça sera pour le prochain et puis c'est tout, voilà. Bref, je m'arrête là. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye.